Bien, Claude Chabrol. Merci d'abord d'être venu. Merci beaucoup. Je crois que vous allez répondre aux questions des nombreux spectateurs. Je vais démarrer. Traditionnellement, on démarre par une question, puis après, la salle enchaîne. Donc je voudrais simplement vous demander pourquoi tourner en Suisse? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ce film se passe en Suisse? Parce que je crois que le roman, lui, ne se passait pas en Suisse. Pas du tout. Oui, oui, le bouquin se passait au Los Angeles. Et non, j'ai choisi la Suisse pour il y a plusieurs raisons. La première, c'est que quand on parle de chocolat, on pense systématiquement à la Suisse. Et comme j'avais l'intention de faire du personnage d'Isabelle non seulement une femme qui faisait du chocolat, mais en plus qui en fabriquait, c'est-à-dire qui était à l'origine de la chose, j'ai pensé que la Suisse, ça pouvait être la Suisse ou la Belgique, par exemple. Et puis, il y avait un autre élément, c'est que la Suisse est un pays traditionnellement neutre, il s'en vante assez, et je trouve que la neutralité est une des formes les plus subtiles de la perversité. Alors, j'ai trouvé que c'était une deuxième bonne raison. Et la troisième, c'est que j'avais tourné récemment en Suisse, dans des conditions complètement différentes, dans les Alpes suisses, en hiver, un fragment de Rien ne va plus, et ça avait été extraordinairement agréable. Alors je me suis dit, ça me paraît parfait, et je dois dire aussi que j'étais sûr de trouver la faune dont j'avais besoin du côté de Lausanne. Alors on a cherché des maisons. On en avait trouvé une, et puis on nous a dit, mais il y a la maison de David Bowie. La maison de David Bowie, il y a une maison, oui, il n'y habite plus depuis 5-6 ans, mais il cherche à la vendre. Alors, on a pu obtenir l'autorisation de tourner dans la maison de David Bowie, qu'il a d'ailleurs vendue. J'ai le plaisir de vous le signaler maintenant, il n'est plus à vendre. Et voilà, c'était très agréable parce que c'était très facile, c'est une maison très facile à tourner, ce qui nous a évité d'utiliser des studios, on a tourné tout en décor naturel. Bien, on va demander s'il y a des questions dans la salle. Bonjour. Alors moi j'aimerais savoir, en fait, à deux moments. Déjà le premier moment c'est quand elle renverse le thermo de chocolat, oui. Et le deuxième moment c'est quand elle renverse l'eau bouillante sur le pied. Et j'ai pas bien compris pourquoi en fait. Elle non plus, je crois. L'idée c'est que il y a un point intéressant, c'est que la plupart des gens pervers comme ça, c'est un mot que je choisis, on pourrait l'appeler autrement, mais disons que ça simplifie les choses, sont assez maladroits. Ils sont maladroits parce qu'ils utilisent leur maladresse pour cacher leur perversité. Alors, le chocolat du début, ça n'est pas une certitude, c'est-à-dire on la voit, hein, on voit ce qu'elle fait, il est bien difficile de savoir si elle le fait exprès ou si elle ne le fait pas exprès. Je suppose qu'elle fait semblant de ne pas faire exprès de renverser l'eau, mais elle le fait exprès. Pourquoi? C'est pour se retrouver dans des conditions à peu près identiques à la fois précédente, c'est-à-dire quand elle a essayé de voir ce qui se passait, si on mettait du somnifère là c'était le whisky, dans le whisky de la première femme, et comme ça avait fonctionné, elle essaie de recréer les mêmes conditions, ce qui est à peu près normal, bien entendu, parce que là ça ne fonctionne pas, mais dans son esprit, c'est pour essayer d'avoir le plus grand nombre de chances possible de se retrouver dans les mêmes conditions que celles qui ont permis à Dieu, manifestement, puisque à la grâce de Dieu, d'accomplir le souhait qu'elle avait de voir disparaître, et pas tout le monde de la voir disparaître, mais enfin de voir la possibilité de retrouver l'homme qu'elle avait perdu la première fois. Ce sont des gens assez compliqués, hein, ces gens-là. Enfin, je veux dire, elle surtout.
Alors, il y a une troisième fois où il y a un geste qui paraît possible, mais qui n'existe pas, c'est quand le fils, Rodolphe, croit l'avoir en train de verser quelque chose dans le café. Et là, pas du tout. Manifestement, elle ne fait rien puisqu'elle l'a déjà versé, donc elle n'a pas besoin de le faire. Et nous avons également l'impression, parce que le moindre geste qu'elle fait est devenu suspect. Alors, c'est sur ces détails-là que les incertitudes sur l'ensemble des choses peut naître. On les accumule. Si vous étiez certain qu'elle a fait exprès de renverser le chocolat, si vous étiez certain qu'elle n'a pas fait exprès de renverser l'eau, c'est plus rassurant que quand on ne sait pas. Alors j'ai essayé de garder tout le long du film le fait qu'on ne sait pas exactement jusqu'où et pourquoi. Pourquoi, effectivement. Pourquoi renverser le chocolat au début? Il n'y a aucune raison. Hein. Aucune raison. Alors on peut croire que c'est de la maladresse, à moins qu'elle se dise il y a un élément nouveau qui apparaît, il faut que j'analyse les choses, je vais voir ce qui va se passer. C'est possible aussi. Mais je n'en suis pas sûr, moi, du tout. Bah alors, c'est pas crédible ce que vous dites, parce que c'est justement quand elle regarde le portrait de la mère qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la fille. Pardon. Repose ta question. C'est juste au moment où oui. elle regarde le portrait de sa mère, la fille dans le miroir, qu'elle voit le geste maladroit. C'est pas sa mère. Non, mais je veux dire, Ouais. il y a quand même une relation de cause à effet, dans le sens que le reflet dans le miroir qui lui fait dire au fils Guillaume que sa mère a fait exprès de faire ce geste de renverser le chocolat, c'est justement parce qu'elle voit dans le reflet... Attention, Guillaume, vous confondez deux moments. C'est le beau-fils, c'est-à-dire... Oui, non, vous confondez deux moments. Quand Guillaume voit ça, elle ne renverse rien du tout. Elle est simplement accroupie et elle est en train de verser du café. Et lui a l'impression qu'elle met quelque chose dans le café. Non, je parle de la première fois. Voilà. Guillaume n'est pas là. Guillaume n'est pas là. Quand elle raconte la scène, elle dit « je l'ai vu faire exprès ». Oui. Elle est devant le portrait de sa mère. Non, elle est devant le portrait de la mère de Guillaume. De la mère de Guillaume. Oui, bien sûr, oui. Alors... Eh bien, il n'y a pas un lien... Vous êtes en train de dire que la première fois, c'est maladroit, c'est... Ah non, mais je ne dis pas que c'est ça. Je dis que je ne sais pas. Que je ne vois pas le mobile qui peut la pousser, outre que la maladresse, à renverser ce chocolat. Alors, à vrai dire, je peux le voir, je peux l'analyser, mais ça n'a pas une importance considérable parce que ça nous oblige à chercher très loin dans son esprit. Alors, et en fait, ça n'a pas une importance considérable. L'important, c'est que des soupçons naissent à partir de ce moment-là. À partir du moment où les soupçons naissent, qu'elle l'ait réellement renversée volontairement ou pas, ça ne change, à la limite, ça ne change rien, parce que qu'elle l'ait renversée ou non volontairement, de toute façon, elle met du réhypnose dans le chocolat. Donc elle met du somnifère dans le chocolat, donc elle cherche à endormir les gens. À partir du moment où on sait qu'elle cherche à endormir les gens, qu'elle le renverse exprès ou pas, ça n'a pas d'importance, parce que le fait de le renverser n'enlève rien au fait qu'elle a mis le chocolat, qu'elle a mis le mal n'est pas de le renverser ou de ne pas le renverser, le mal c'est de mettre le somnifère dans le chocolat. C'est un comportement, c'est un raisonnement pervers. Il faut bien comprendre que tous les raisonnements qu'elle a sont des raisonnements pervers, dont on doit, nous, logiquement, si nous ne sommes pas dans le même état qu'elle, nous devons avoir du mal à les comprendre. C'est l'histoire d'une perversion, et non pas... Une perversité. Une perversité. C'est pas la même chose. Ce qui est bizarre, c'est de savoir pourquoi elle met systématiquement du rohypnol. Parce qu'elle veut endormir. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet avec le fait qu'elle subventionne des centres antidouleurs? Oui, bien entendu. Je veux dire, la subvention des centres antidouleurs est pour elle le déguisement de son acte. C'est-à-dire que pourquoi elle ne veut pas que les gens souffrent. Je ne veux pas que les gens souffrent. Pour que les gens ne souffrent pas, endormons-les. Pardonnez-moi, mais c'est à peu près ce
que beaucoup de gens, même politiquement, disent. Enfin, endormons donc tous ces braves gens et ils seront bien plus heureux. Je me demandais si effectivement elle ne met pas un petit peu d'endorphine dans son chocolat quand elle le vend. Ah, bonne question. Je n'en suis pas sûr, mais non, parce que je vois pas comment elle pourrait le mettre. Nous avons utilisé l'idée du lactoduc qui existe entre parenthèses, c'est-à-dire l'espèce de tuyau qui va réellement d'une ferme à l'usine et qui amène directement le lait. Donc, il serait peut-être possible d'en mettre dans le lait au départ, mais enfin, une fois que les choses sont dans les machines, une fois que les choses sont réalisées, c'est impossible. C'est un travail artisanal d'endormir les gens à son stade. Alors, bon, peut-être peut-être qu'elle en met pour tout le monde, mais c'est une bonne question finalement. Ça pourrait être assez rigolo, mais quand on voit la tête des gens qui sont au conseil d'administration, on peut effectivement se poser la question. Mais enfin, a priori, je ne suis pas allé dans cette direction-là. Je me suis contenté de prendre l'idée, disons que c'est un exemple que l'on peut généraliser à loisir, mais je ne l'ai pas généralisé à l'intérieur de l'intrigue, quoi. Oui, j'ai personnellement beaucoup apprécié la recette de votre chocolat, mais je voulais savoir si au niveau de la fabrique, vous avez utilisé le roman, si vous avez utilisé des références à la psychiatrie, etc. Parce que vous avez l'air très très pointu, si j'ose dire, sur l'utilisation du rohypnol. On en a plusieurs exemples au moment du déroulement du film. Oui, c'est-à-dire que voilà comment ça s'est passé. Les grandes connaissances sur le rohypnol ne viennent pas de moi, elles viennent de ma co-scénariste qui est Caroline Eliachev, qui est psychanalyste de profession, et qui d'ailleurs, quand on a écrit le scénario, m'a dit, je lui ai dit, mais le rohypnol c'est quoi? Elle me dit, bah, c'est un médicament qui existe. J'ai dit, mais tu peux pas dénoncer un médicament comme ça, on va se faire poursuivre. Il dit non, il va être interdit avant que le film sorte. On a eu très peur parce qu'il n'était pas encore interdit le jour du dernier tour de Manivelle, mais il l'est maintenant, ça y est, c'est fini. Parce que c'est effectivement un produit dont il était très difficile de contrôler les utilisations. Comme d'autres éléments, je veux dire, ça reste assez allégorique sur d'autres moyens d'endormir les gens que l'on peut trouver à droite et à gauche et dont l'utilisation justement est mal contrôlée. À quoi Oh, à beaucoup de choses. J'ai toujours été très frappé par les informations, puisque ce sont des informations dont la moitié sont exactes et nous renseignent, et l'autre moitié sont fausses et nous mentent. Donc c'est très difficile de faire la différence. Il faut au moins une semaine pour y arriver. C'est un peu la durée d'action du rohypnol. Vous avez tourné plusieurs films avec Isabelle Huppert et souvent elle a des rôles de dingue mais logique. Est-ce qu'elle en a pas marre de jouer des rôles de dingue logique? Écoutez, je sais pas, les dingues logiques, oui, mais je cherche à voir à part celui-là où elle a été dingue. La cérémonie. Ah, la cérémonie, absolument. La cérémonie est une dingue, mais pas très, absolument. Ça, elle est vraiment cinglée. Elle est presque plus cinglée que celle-là. Non, mais les autres, ce qui donne l'impression, c'est que elle joue, enfin, bon, je lui ai fait jouer, mais je suis pas le seul. Sans doute que c'est ce qu'elle inspire a priori, c'est que les personnages sont décalés, enfin, et vont jusqu'au crime pour assurer ou assumer, le crime au suicide pour assumer une liberté ou une volonté de liberté. Là, c'est pas le cas du tout. Elle est prisonnière d'elle-même, elle est prisonnière de tout. C'est une grande faible, enfin une grande prisonnière.
Donc elle est assez différente. Et moi, j'avoue que ce qui me frappe au fur et à mesure qu'elle fait des films, pas seulement avec Noah, c'est que je trouve qu'elle construit un personnage cohérent, qui a plusieurs vies, qui a des vies complètement différentes, dans des endroits complètement différents, mais qui finit par représenter une forme de femme, un exemple de femme intéressant à étudier. Et c'est elle, ça. Elle le sait, elle qui le fabrique elle-même. Elle fait son œuvre à l'intérieur des films des autres. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir à quel moment vous choisissez les acteurs, si vous choisissez le scénario avant les acteurs, ou si le choix des acteurs vous met sur la voie du scénario d'une part. Puis une question indiscrète, parmi tous les acteurs et actrices que vous avez utilisés, il y en a une forcément ou un que vous préférez. Lequel? Alors, la première question est plus facile à répondre que la seconde. La première question, c'est en général, je ne m'occupe pas des comédiens, encore que j'ai une vague idée quand j'écris les histoires, mais ça ne me préoccupe pas. C'est-à-dire que j'écris pas pour quelqu'un. Même dans ce cas particulier où j'avais dit à Isabelle que je voulais lui faire jouer une femme perverse. À partir du moment où j'ai dit ça, quand j'ai écrit le scénario, j'ai pas pensé à elle spécialement. J'ai pensé au personnage, j'ai pensé au film que je voulais faire, et ensuite, bon, je lui ai donné le scénario pour la cérémonie, par exemple. J'avais envie qu'elle joue dedans, et je lui ai donné à choisir entre les deux personnages principaux. C'est elle qui a choisi le rôle de la postière, elle aurait aussi bien pu choisir l'autre. Ça dépend. Mais là, je n'écris jamais pour un acteur. Alors, pourquoi je n'écris jamais pour un acteur? Parce que quand on écrit pour une actrice, quand on écrit pour quelqu'un, c'est qu'on a vu d'elle quelque chose, de lui quelque chose qui vous a plu, on a envie de recommencer. Mais si on recommence, on ne fait que presser un peu plus un citron qu'il a déjà été. Je trouve qu'il est plus intéressant d'essayer de faire autre chose, d'aller ou de faire des variations par rapport à une donnée première, mais que de pas écrire quelque chose exprès pour les voir faire quelque chose qu'il ou qu'elle a déjà fait. Ça existait beaucoup dans le temps, on écrivait pour Gabin, et quand on écrivait pour Gabin était moins bien que quand on n'écrivait pas pour lui. C'est quand il arrivait que Gabin, dans ses derniers films, est moins bon que dans La Bête humaine, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout ça parce qu'on écrivait pour lui, donc ça lui fabriquait une espèce de confort. Il ne faut pas que les acteurs soient trop confortables. Il ne faut pas qu'ils soient sur des épines, mais il ne faut pas qu'ils soient trop confortables non plus. Quant aux acteurs préférés, il faudrait me torturer pour que je vous le dise, mais donc disons que les gens avec qui j'ai beaucoup travaillé sont les gens que je préfère forcément. Et j'ai tendance à reprendre des gens avec qui je m'entends bien, ce qui est normal. Je ne suis pas à la recherche des difficultés. Quand j'entends dire que quelqu'un est un peu difficile, j'hésite à aller voir. Des fois je me trompe, des fois ils sont très gentils, mais des fois non. J'aime mieux les comédiens faciles. Je ne les trouve pas moins bons que les comédiens difficiles. Les comédiens qui se prennent la tête ne sont pas forcément plus profonds que les comédiens qui ne se la prennent pas. Et ainsi de suite. Ils sont moins agréables à travailler que ceux qui mettent une certaine grâce dans leur travail, je trouve. Voilà. Encore une question. Alors disons qu'Isabelle est une actrice que j'aime beaucoup. Une question devant, puis je vais aller au fond, là, je vois qu'on me réclame. Alors, j'aimerais savoir pourquoi, si Jeanne, c'est ça, n'est pas la fille de Polanski, pourquoi quand Isabelle rentre dans la chambre de Guillaume et qu'elle regarde l'image de Lisbeth, après le plan que vous avez fait le suivant, vous avez choisi d'assimiler le visage de Jeanne à Lisbeth. Pourquoi? Bien sûr, parce que préalablement, il ne faut pas croire que la perversité soit l'œuvre que des gens pervers. On peut avoir des instants de perversité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle entre avec Mika, quand Jeanne entre avec Mika dans la chambre, il y a deux portraits, il y en a un à gauche et un à droite. Le portrait de gauche, elle est comme ça, et Lisbeth,
elle est comme ça, et quand Jeanne se retourne vers Mika, elle prend la même pose. À partir de ce moment-là, elle joue chaque fois à essayer de retrouver une pose. Elle s'amuse, non, c'est même pas qu'elle s'amuse, c'est qu'elle joue la fille elle joue la fille de Lisbeth, ne serait-ce que pour André, enfin que pour pour que lui ait l'impression qu'elle est réellement sa fille. Donc, elle a un jeu qui n'est pas entièrement clair non plus. Hein, faut pas... non, elle essaie de pousser son pion. C'est normal. Elle a vraiment des ambitions de pianiste. Elle veut vraiment qu'un grand pianiste lui donne des conseils. C'est normal. Vous seriez jeune violoniste et vous rencontreriez Isaac Stern, vous essayeriez de faire croire que vous êtes son fils. Il ne croirait pas, mais... Aussi, vous jouez avec le spectateur, parce que la ressemblance entre Lisbeth et Jeanne est très grande pour le spectateur. Sur les photos, dans les poses... Dans les poses, c'est-à-dire que les poses... Jeanne prend les poses de Lisbeth. Mais sinon, elle ne se ressemble pas. Elle ne se ressemble pas. Objectivement, elle ne se ressemble pas. Mais parce qu'elle fait des efforts pour lui ressembler. Mais la première fois qu'on voit une photo de Lisbeth, avant qu'on sache qui c'est-à-dire dans la galerie, la première petite scène entre Rodolphe et Mika pendant l'exposition est devant une photo de Lisbeth, il y a immédiatement derrière un plan de Jeanne. On ne fait absolument pas la relation entre les deux. Donc la relation ne vient qu'après. La relation ne vient qu'au moment où on sait que ce portrait-là est le portrait de Lisbeth. Et quand vous montrez Lisbeth partant chercher les médicaments, oui. Les cheveux défaits, et puis juste après on voit Jeanne avec les cheveux défaits, elle se ressemble énormément aussi là. Ben c'est vous qui croyez. Non, mais c'est vous qui pensez qu'elle se ressemble, mais elle a des faits, oui, elle a ses cheveux défaits, oui, c'est bon. Bon, les cheveux d'abord ne sont pas défaits de la même manière. Je veux dire que c'est vrai que il aurait fallu. Non, je ne voulais pas établir de toute façon un contraste entre des cheveux tirés d'un côté et des cheveux lâches de l'autre. Donc, elles sont chacune coiffées à leur manière. Lisbeth est coiffée comme elle est coiffée d'habitude. Comme dans les photos, sauf une. Et Jeanne est coiffée comme on l'a vu se décoiffer quand elle arrache ses cheveux tombent. Elle est coiffée comme ça. Il n'y a pas de... Donc c'est complètement naturel. C'est le spectateur qui établit le lien, qui d'une certaine manière a envie que Jeanne soit d'une certaine façon aussi la fille de Polanski, parce qu'ils sont unis par un univers commun, qui est l'univers d'accueil. Ils sont unis par l'heure de piano. Monsieur Chabrol, bonjour. Bonjour. Je souhaiterais vous dire tout d'abord que j'ai beaucoup aimé votre film. Merci beaucoup. Pour moi, vous êtes le grand spécialiste français des films un petit peu noirs, sombres, je dirais très psy, entre guillemets. Maintenant, j'aimerais savoir si vous ne lassez pas de tourner toujours ce genre de film, encore une fois en vous répétant qu'il vous va très bien, vous excellez dans cet art-là. Maintenant, est-ce que... Oui, écoutez, en ce moment, c'est assez compliqué, parce qu'on a le choix entre trois sortes de films. Soit on fait des poursuites automobiles qui sont marrantes à tourner, mais pendant 8 jours, mais après on en a assez. Ça on peut, effectivement, ça c'est une manière de faire les choses. Soit alors là, on va chercher carrément dans le gore, on égorge, on tue, ou alors il y a une autre solution, c'est de faire des comédies qui se déroulent dans des minorités dans les grandes villes. C'est les trois trucs que je vois actuellement. J'aime mieux mon petit domaine, que je trouve, en ce qui me concerne, plus rigolo, plus agréable, et finalement plus riche de variations, parce que
J'en ai marre des bagnoles franchement. Et donc, alors, je me retrouve... Bon, j'essaie de varier les plaisirs. Il n'y a pas grande ressemblance entre ce film et le précédent, par exemple. Franchement, il n'y a pas de grande ressemblance, ni le précédent avec le précédent, ainsi de suite. Mais c'est vrai que l'ensemble travaille dans le même, presque dans le même univers, ça c'est vrai. Mais bon, je connais personne qui puisse faire trop l'acrobate quand même et être capable de travailler d'une façon un peu approfondie dans trop de domaines. J'aime mieux avoir mon petit terrain et bien le labourer. Voilà, donc j'en ai pas marre. Moi j'en ai pas marre non plus, merci beaucoup, c'est un bon film. La page sur le journal Wallace et Gromit, est-ce que c'est un petit clin d'œil parce que... C'est un petit hommage, oui. D'accord. Oui, parce que j'adore Wallace et Gromit. J'ai trouvé que bon, il n'y avait pas de raison de ne pas le dire. C'est un petit bouquet de fleurs. Quoi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Merci, vous êtes gentil. J'avais une question. On voit au milieu du film Isabelle Huppert tricoter ce grand châle. Oui. Et à la fin, évidemment, j'ai eu cette image de l'araignée. Oui, bien sûr, oui. Est-ce que c'était dans le roman ou est-ce que c'est vous qui l'avez rajouté? Alors j'ai rajouté le châle, mais le roman s'appelait The Chocolate Cobweb, c'est-à-dire la toile d'araignée en chocolat. Donc, et c'est le titre anglais du bouquin qui m'a donné l'idée du châle. Quoi. Mais le châle n'était pas dans le bouquin. Voilà. Il y avait que l'idée de la toile d'araignée. Bonsoir et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je voudrais revenir au thermo de chocolat qui tombe par terre. On ne sait pas si elle l'a fait exprès ou pas fait exprès. Alors on peut comprendre qu'un scénariste se pose des questions. Savoir quel est le niveau aléatoire qu'il veut mettre en place dans son film. Comment vous organisez ça au niveau de la direction des acteurs? Comment je l'ai organisé? Oui, parce que si vous avez une incertitude, comment la faire passer au niveau de la direction des acteurs? Parce que tout peut vous échapper. Non, mais il n'y a pas de direction d'acteur au moment où elle fait tomber la chose. Il y a direction d'acteur avant et après, mais au moment où elle le fait tomber, il n'y a rien. C'est un reflet dans une glace. Donc le moment même est complètement alors neutre, c'est le mot, pour l'actrice. En fait, j'ai le grand regret de vous dire qu'elle l'a fait exprès. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais elle l'a fait exprès pour une raison très simple, c'est que ces thermos ont en fait deux bouchons. Il y a un bouchon extérieur et un bouchon qui assure l'étanchéité de la thermos. Donc il faut ouvrir les deux pour pouvoir renverser le chocolat. Donc, pourquoi? La question n'est pas pourquoi l'a-t-elle renversé, ça, elle n'a peut-être pas fait exprès de le renverser, mais pourquoi l'a-t-elle ouvert? Voilà. Mais pour revenir au truc, pour le problème de la direction d'acteur avant et après, ça ne compte absolument pas. J'ai simplement dit à Isabelle, tu fais comme tu veux. C'est-à-dire que soit tu penses que tu le fais exprès, soit tu penses que tu ne l'as pas fait exprès, enfin que c'est un acte de maladresse. De toute façon, j'étais gagnant, puisque même si c'est un acte de maladresse de sa part, c'est comme un acte manqué. C'est un faux acte de maladresse. Donc, j'étais gagnant à tous les coups. Oui, moi je trouvais que vous avez fait un film magnifique sur la manipulation, et notamment la manipulation par les images et bien sûr par la télévision. Là, on le voit ce soir, les gens débattent beaucoup autour de cette image qu'on a vue, et on voit aussi qu'on peut faire dire beaucoup de choses à une image. On peut interpréter l'image de différentes façons. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre film, c'est la portée politique, puisque à la fin du film, on voit bien que
le film montre en fait que la télé ou le pouvoir politique endort les gens, endort la population, et même à la fin, quand on leur dit les choses en face, comme finalement le fait Isabelle Huppert, eh bien les gens ne réagissent pas, puisqu'à la fin, Dutronc semble accepter comme une fatalité ce qui arrive. Là, ça ne le concerne plus. À partir du moment où la musique n'est plus en danger, ça ne le concerne plus. Ça ne l'intéresse que dans la mesure où la musique est en danger. C'est-à-dire que quand l'autre piano risque d'être cassé, là il se réveille et d'un seul coup tout lui paraît bizarre, le simple fait de laver des verres, quoi. Donc il sait parfaitement. Sa forme de perversité à lui aussi, c'est cette espèce d'autisme dans lequel il s'enferme et qui est assez, je dois dire, fréquent chez les gens, chez ce qu'on appelle les artistes ou les créateurs, enfin, quels que soient les trucs, c'est assez fréquent, et surtout chez les musiciens dont l'art est le plus abstrait, donc qui s'enferment volontiers. Voilà pourquoi à la fin, à partir du moment où tout va bien, il retourne au piano, lui, il s'en fout. Mais est-ce qu'on pourrait voir votre film aussi comme une parabole sur la société entière qui s'endort, et vous paraissez assez pessimiste donc, sur les capacités de réaction de la population. Et est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'un jour, les gens vont se réveiller? Alors, je ne suis pas pessimiste, je crois qu'il y a plusieurs stades. Il faut d'abord qu'ils se rendent compte qu'ils sont endormis. Et je ne suis même pas sûr qu'on soit arrivé complètement à ce stade. Mais il y a des symptômes d'éveil quand même. Je veux dire que par rapport au comportement des gens dans les années 50, puis 60, puis 70, enfin, il commence à y avoir une espèce de lucidité qui est là, commence à être proche du cynisme chez les gens, ça c'est dommage, mais il y a une espèce de début de lucidité. Donc à partir de là, je crois qu'on va arriver un de ces jours à un réveil des gens qui vont s'apercevoir qu'on les a couillonnés quand même. Depuis pas mal de temps. Voilà, donc, et là, il y a encore beaucoup de questions, mais je crois qu'on va être obligé de s'arrêter pour une question de temps. Je demande juste une dernière question. Faut choisir la bonne, là, attention. Merci, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voudrais vous demander, j'ai été très frappée par la scène finale où Mika, donc Isabelle Huppert, est comme un peu statufiée dans le canapé et progressivement s'enfonce sur le canapé, mais je lui ai trouvé une position fétale. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est volontaire et quelle symbolique? Oui, c'est vraiment volontaire. Oui, alors c'est vraiment volontaire. Alors, c'est par rapport au personnage. Là. Au tout début, une de ses premières répliques, une des premières phrases qu'elle prononce en dehors de phrases rituelles, les phrases rituelles étant oui, voulez-vous épouser, oui, non, etc. Une des premières phrases qu'elle prononce en dehors d'une phrase rituelle, c'est « mais ma chérie, personne ne m'a fait ». Si personne ne l'a faite, elle n'existe pas. Donc c'est un personnage qui se sent profondément ne pas exister. Et la fin du film a une certaine forme d'optimisme, mais j'ai peur d'avoir, comme disent les Anglais, la langue dans ma joue en disant ça, c'est que elle prend une position fétale, c'est-à-dire c'est la position prénatale. On peut penser que cette régression peut se transformer en une naissance. Alors peut-être qu'il va naître quelqu'un. Et ce qui est amusant, c'est que le prochain rôle que je voudrais donner à Isabelle, c'est un peu l'inverse de ce personnage-là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est profondément bon, réellement, bon, sans perversité. Bon, je crois qu'on va... Allez, une dernière. Là, monsieur qui lève bien la main, là, fortement, là, il y a droit. Une main énergique. Merci pour prendre ma question. Il y a un personnage qui me semble très important dans le film, c'est la maison. C'est vraiment tout se passe dans la maison et on a l'impression qu'ils sont prisonniers de cette maison, que cette bourgeoisie et la perversité, même Huppert et même le pianiste dans son art, il est prisonnier de cette maison. Est-ce que vous aviez l'intention de tout tourner
Est-ce qu'au niveau du scénario, c'était vraiment le huis clos tourné dans la maison? Ah ben, la maison, oui, enfin, la maison a son importance, mais en général, dans presque tous mes films, il y a une maison qui correspond au... que le principe du microcosme, quoi. C'est à partir de... Il y en a toujours une qui fait à peu près la moitié du film, dans lequel je tourne la moitié du film. Alors dans ce cas particulier, ce que j'ai essayé de montrer dans cette maison, et c'était facile étant donné son architecture, c'est que dans la même maison, il peut y avoir deux univers qui cohabitent sans se rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'univers de la pièce où il y a les deux pianos, qui est l'univers de la musique, et l'autre qui est un univers où ceux qui n'ont pas le privilège d'en faire partie, soit ils y entrent quand ils y sont invités sur la pointe des pieds, soit, la plupart du temps, ils n'osent même pas y entrer et ils font le tour. Il y a une scène en particulier où Isabelle revient de chez la mère de la petite, et elle fait le tour, on la voit passer là, derrière, comme ça, et elle n'entrera pas. De même, Guillaume, il reste à la porte pour dire que le déjeuner est prêt, il n'entre pas, c'est un univers clos. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un rapport plus étroit, même si elle a l'intention de l'endormir un peu plus que les autres, entre Mika et Guillaume qu'avec les autres. Entre eux, ce sont les deux rejetés du monde de la musique, quoi. Bien entendu, le monde de la musique n'est pas une panacée, puisque le personnage du Tron lui-même est assez coupable. Enfin, c'est un homme que je ne trouve pas très noble. Cela dit, je suis un peu comme lui, j'aime bien. C'est la séance suivante. C'est la séance suivante. Vous êtes toujours présent. Merci d'avoir répondu à ces questions. Donc, on a prévu de vous introniser compagnon du Beaujolais. Oh, quel choix! Bien. Et puis, comme on sait que vous aimez beaucoup, vous allez participer à des jeux radiophoniques ou télévisés, alors vous allez avoir le droit à un jeu en direct, parce que dans le discours qui va être fait, il y a des titres de films qui vont être cités, et vous essayerez d'en trouver le maximum, vous nous direz ça. Je laisse la parole aux compagnons. Bien, merci. Mesdames, Messieurs les compagnons, on vous souhaite le bonjour. Nous avons... Les compagnons du Beaujolais vous adressent leur salut très amical. Nous attendions notre président Gérard Canard, mais nous allons officier sans lui. Je pense qu'il arrivera, je ne sais pas. Donc nous sommes très heureux d'être ce soir ici, dans cette salle du Rex, que nous connaissons tous très bien, les compagnons. Et puis surtout pour introniser une éminente personnalité du spectacle comme M. Claude Chabrol. Et tout le monde connaît ses films, tout le monde a suivi sa carrière, ça nous fait donc un grand plaisir. Alors, Monsieur Claude Chabrol, il faut vous dire avant de vous introniser, et puis je vous avertis, il faudra résister aux rudes épreuves de l'intronisation. Vous voyez, la tasse est assez importante, on la remplit à rembord. Si vous désirez en déguster une deuxième, notre ami compagnon sera un plaisir de l'emplir à nouveau. Mais avant de passer à toutes ces cérémonies, il m'appartient de vous dire qui nous sommes. Nous sommes les compagnons du Beaujolais. Et comme les ouvriers des métiers de jadis, nous nous rallions un devoir. Et ce devoir est, sur ce coin de terre de France qu'est le Beaujolais, de nous faire une âme commune pour recueillir et conserver la sève puissante de son passé. Faire connaître, ceinturer du bleu de l'Arrière-Saône, la beauté de ses sites, l'ampleur de ses horizons, la grâce de ses collines, à l'assaut desquelles montant enserrés les bataillons du Gavet jusqu'au Beaujolais des Sapins. Relever ces monuments sur lesquels s'est inscrit au cours des siècles le génie des tailleurs de pierre et des maîtres d'œuvre. Faire s'épanouir dans l'art, dans la littérature et même dans le cinéma les inspirations de notre terroir.
garder avec respect les lieux à souffler l'esprit, au Clos de la Platière, à Thésée, avec Madame Roland, la Girondine, de ces paroles, que l'aurait prononcées ou pas prononcées. Ô liberté, que de crimes commettons en ton nom. Pour cette liberté, Madame Roland perdit la tête sous l'échafaud. Monsieur Claude Chabrol, vous avez l'air inquiet, soyez rassurés, on vous coupera pour la tête, c'est pas dans le rôle des compagnons du Beaujolais. L'esprit de la science, au modeste logis de Saint-Julien-Beaujolais, avec Claude Bernard, le créateur avec Pasteur de la médecine contemporaine, et puis l'esprit de la recherche patiente, au pied du moulin à vent, avec Benoît Rantelet, le sauveur de nos vignes. Mais c'est l'histoire avec les sires de Beaujeu qui ont créé le Beaujolais, avec Anne de Beaujeu, dont son père Louis XI disait que c'était la moins folle femme de France, mais aussitôt après il ajoutait, car de sage il n'en est point. Oui, ici l'histoire, la nature, tout ce qu'il y a d'humain incorporé dans les choses d'autrefois, nos compagnons du Beaujolais, ça nous provoque beaucoup d'émotions. Mais nous ne serions contentés de ces nourritures spirituelles, car nous proclamons bien haut et bien fort que les solides appétits ont les solides consciences, et que le cœur le plus sec s'attendrit et fleurit devant un Beaujolais plein de charme, de puissance et d'arôme. Ce Beaujolais dont le nom et la robe dansent sur toutes les scènes du monde. Et puis les compagnons du Beaujolais, c'est honorer nos camarades vignerons, qui sont ici, qui tout au long de l'année peinent durement dans la vigne. L'hiver dans la froidure, le sécateur en main. Une dame qui hausse les épaules, c'est vrai, madame. L'été, quand il remonte sur leurs robustes épaules, la maigre terre descendue des collines par les orages dévastateurs. Tous ces vignerons qui vous attendent, la tasse à la main. Cette tasse, bien sûr, vous n'ignorez pas, monsieur Chabrol, que dans le Beaujolais, nous avons 12 appellations. Je vais les rappeler: Beaujolais, Beaujolais Village, Brouilly, Côte de Brouilly, Régnier, Morgon, Flory, Chiroux, Chénat, Juliena, Moulin-à-Vent et Saint-Amour. Alors, quand vous aurez dégusté ces 12 appellations, les unes après les autres, très lentement, regardez bien, quand vous aurez terminé, au fond de la tasse, vous y apercevrez le sourire de la vigneronne. Alors, cher Claude Chabrol, vous savez que nous avons une devise, les compagnons du Beaujolais, c'est « vidons les tonneaux ». Alors, vidons les tonneaux, c'est évidemment pour faire déguster notre nectar sur toute la planète. C'est pour en déguster nous-mêmes, très modérément. Mais c'est surtout, nous vidons les tonneaux pour faire de la place pour la prochaine récolte. Alors, monsieur Claude Chabrol, cher impétrant, vous allez entrer dans notre confrérie. Vous y trouverez, vous y apporterez la fraternité, le vin généreux et surtout l'amitié, comme le proclamait notre grand maître Léon Foyard dans cette prière. Ô frère, entends notre prière. Si dans l'amitié tu te plais, enrôle-toi sous la bannière des compagnons du Beaujolais. Dans quelques instants, vous allez vous enrôler dans cette armée pacifique que sont les compagnons du Beaujolais. Et avec nous, comme nous, vous pourrez crier la fière devise de nos aïeux, vidons les tonneaux. Bien, maintenant avec le grand tabellion Michel Touraille, vous allez prononcer le serment qui va vous lier définitivement à la confrérie des compagnons du Beaujolais. Alors, ensemble. Je m'engage devant Saint-Vincent à me conduire en fidèle et franc compagnon du Beaujolais et en pratiquer les vertus. Mon devoir est d'aimer notre pays, de travailler au maintien de ses traditions d'hospitalité, de sagesse, de bonne humeur, de faire connaître la beauté de ses sites et l'intérêt qui s'attache à ces vieilles églises, à ces châteaux anciens, témoins de notre passé, durant lequel a soufflé l'esprit de ces artistes et de ses compagnons maîtres d'œuvre, d'apprécier et de propager les produits de nos vignes, d'honorer enfin ces rues de vignerons qui, pour leur vaillance, font la prospérité et la renommée de la patrie beaujolaise. Dites-le, je le jure en levant la main devant Saint-Vincent. Je le jure. Bravo. Merci. Eh bien maintenant, il faut tout de même que je dise à toute l'assistance
qui est M. Claude Chabrol. Voici donc, enfin, après un rendez-vous manqué il y a 3 ans, la cérémonie qui va sceller les liens de sang entre notre pays et vous. Un épicurien tel que vous, dont la légende prétend qu'il choisissait le lieu de tournage pour leur bonne table, ne vous a échappé à l'intronisation de compagnon du Beaujolais. C'est un rituel dont les bonnes femmes sont en principe, et c'est dommage, exclues, malgré la bande de Golduro qui officie. Espérons que le scandale n'éclatera pas et ne se transformera pas cette paisible tradition en os rouge. Mais, comme aujourd'hui rien ne va plus au cœur du mensonge, il faut bien que quelque chose d'authentique demeure et que les masques tombent. Fait son fi des cris de hibou, poussés par certaine Madame Bovary, sûrement très chouette, et que le docteur M. Restons sereins et abordons cette décade prodigieuse, non pas sous l'œil de Vichy, Bacchus nous en garde, mais sous le signe du nectar sacré. Pour nous comme pour vous, le travail bien fait est une partie de plaisir. Il n'abétit pas, une façon d'éviter la rupture, avec le bonheur souverain de s'endormir juste avant la nuit, la conscience tranquille. Bercé par cette douce ivresse qui n'est jamais une femme infidèle, notre cheval d'orgueil est la recherche inlassable de la qualité. Il ne faut pas que la bête mort, abattue par le boucher, que la malbouffe et du poulet au vinaigre poire. Si les fantômes du chapelier s'avisaient d'asticoter d'un peu trop près nos poids folkloriques, nous n'en ferons pas une affaire de femme nada. De tout cela, si le tigre aime la chair fraîche, et notamment celle des biches, nous ne jouons pas les Marie Chantal offisqués, même si nous considérons plus volontiers comme des vieux lions, des innocents massales, comme celles des travailleurs, et non celles des tueurs à la landrue, qui patiemment guettent les proies du temps, les saisons pour en tirer la substantifique moelle au parfum de violette. Ensemble, Claude Chabrol, quittons l'enfer du mauvais égout, empruntons la route de Corinthe, soyons les magiciens, sautons par-dessus la ligne de démarcation, ignorons les folies bourgeoises et empressons-nous d'atteindre le nirvana des paradis terrestres. Nous ne saurions trop vous remercier de l'honneur que vous nous faites en étant présentement des nôtres. Notre gratitude est immense pour nous avoir distraits, émus, enrichis en nous livrant 52 grands crus aux senteurs robustes et enivrantes. Merci pour le chocolat, Claude Chabrol, et merci d'exister. Donc vous avez tout l'honneur de vous dire, d'approcher de la tasse aux énormes dimensions, pour bien et subir avec brio, nous n'en doutons pas, après le panégyrique qui est le vôtre, je pense que vous allez faire un merveilleux compagnon du Beaujolais. Écoutez, je ne sais pas si je vais en faire un merveilleux, mais je vais en faire un. Alors, oui, n'oubliez pas. J'arrive. Il est bon. C'est une des sauces. C'est carabiné, ça. Oh, je vais y arriver. N'oubliez pas le sourd et la vigneronne, mais elle n'est pas terminée. C'est à la fin. Il voit les dessous, c'est lancé. Voilà, M. Chabrol. Maintenant, la cérémonie n'est pas terminée. Notre ami René Régnier nous a doublé compagnon du Beaujolais, définitivement. Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous fais compagnon du Beaujolais. Et bienvenue parmi nous, cher monsieur. Je vous remets les insignes de la conférée des compagnons du Beaujolais et cet instrument vous permettra
d'en faire bon usage. Et en même temps, vous verrez la fille de la vigneronne, celle-ci, parce qu'elle est petite. Claude Chabrol, je ne sais pas si vous avez deviné combien il y avait de films, mais... 23. Non. Non, il y avait 47. Quoi? Il y en avait 47. Ah, il y en a. Ah, bah alors. N'appétit Je suis pas. arrivé à gauche, j'ai commencé par oui. Donc ça fait même 48. Et voilà, je vous présente le diplôme qui vous fait compagnon du Beaujolais. Voilà. Alors comme ça, on me croira. Parce que, voilà. Je peux dire n'importe quoi, tandis que là, merci. Il est beau, très beau. Très beau. Voilà. Ben écoutez, oui, c'est assez terrible. Vous me demandez de dire un petit mot après cette aventure. Ça n'est pas très facile. Enfin, je voulais dire que j'étais content de venir déjà parce que ça fait 3 ans que je n'avais pas pu venir, je ne me souviens plus ce qui s'était passé, mais enfin, j'avais eu un contretemps. Et là, je suis ravi d'être venu. Je ne savais pas que j'allais devenir compagnon du Beaujolais, mais je suis vraiment fou de joie. Ça fait partie des choses qui me font vraiment plaisir. Croyez-moi, quand je dis que j'aime le Beaujolais, c'est pas une figure de style. J'aime le Beaujolais. Et je vous le prouverai encore si vous voulez. Mais j'aime aussi le contact avec les gens qui viennent voir les films, qui sont vous êtes les premiers spectateurs finalement, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait que ce qu'on appelle les invités des avant-premières, vous savez, des choses... des gens soit les gens de la famille, les gens qui ont fait le film, des financiers, des gens de la télé, des trucs comme ça. Là, vous êtes les premiers spectateurs, alors je suis content si le film vous a plu. Je serais triste si ça ne vous avait pas plu. Je suis très heureux des questions que vous avez posées parce que je trouve qu'elles sont, ma foi, au moins aussi finaudes que celles des journalistes spécialisés. Et bon, je vous dis ça sans démagogie aucune, encore que, après avoir bu ce que j'ai bu, un peu de démagogie ne ferait pas de mal, mais c'est comme ça. Voilà, ben je veux pas... on dit qu'on ne peut pas parler parce qu'on a bu, et parce qu'on a bu, on ne s'arrête plus de parler. Alors je sais ça, donc je m'arrête, et je vous remercie infiniment. Voilà. Bien, c'est cette émotion de se trouver devant Claude Chabrol qui m'a fait l'omission d'ouvrir le chapitre, le 201e chapitre exceptionnel des Compagnons du Beaujolais en l'honneur de la 5e rencontre du cinéma Beaujolais, qui va me permettre justement de clore ce 201e chapitre exceptionnel en l'honneur de rencontre du cinéma en Beaujolais, et de déclarer M. Claude Chabrol, parce qu'il a subi avec brio les rudes épreuves de la naturalisation, de le déclarer définitivement compagnon du Beaujolais, et je ne doute pas un instant, il va porter le message du pays Beaujolais haut là-haut dans le monde. Merci beaucoup. Je prends l'oriflamme et je... Bon, Claude Chabrol, c'est pas tout à fait fini parce qu'on a un petit cadeau pour vous, qui est un gâteau en chocolat. Ça n'est pas très original, mais ce qui est peut-être plus original, c'est que c'est une pipe en chocolat. Voilà. C'est très encourageant.